mais nous sommes bien heureux de vous voir si nombreux, ce qui n'a pas toujours été le cas précédente conférence. C'est tout à l'honneur de notre conférencier de ce soir. Je vais vous présenter rapidement Philippe Carsanti, que je n'ai pas eu le plaisir de connaître auparavant. Donc, pour être rapide, il est maire adjoint conseiller municipal de la commune de Neuilly, je crois depuis 2008, de Neuilly-sur-Seine, et qui a été surtout aussi fondateur de Media Rating, qui est un site internet qui a pour vocation initialement d'avoir une lecture un peu critique sur la presse française dès que ça touche à la communauté juive, et aussi dès que ça touche des propos un peu de désinformation sur Israël. Donc, et à ce sujet, il s'est engagé depuis tout le début de l'intifada, et surtout depuis l'affaire Al-Doura, dont il va nous en parler avec beaucoup de détails, contre cette procédure, dans le cadre de cette procédure qu'a entamée France 2 contre lui-même, sur la défense qu'il a voulu donner à Israël, sur cette manipulation manifeste qu'a entraîné toute cette désinformation au sujet de la mort probable de ce jeune Palestinien au cours du début des titres. Ou improbable. On va arrêter, c'est bon. Voilà. Et donc, je crois que l'affaire devrait peut-être se décanter dans les prochaines semaines. Et donc, on va laisser à Philippe Carsanti de nous en rentrer plus dans les détails. Merci. Bonsoir à tous et merci beaucoup. D'abord, je suis très étonné de voir une salle si remplie. J'avais peur de rencontrer 5 personnes vu le temps qu'il faisait. Donc merci d'être sorti de chez vous avec le temps qu'il fait. Alors, je vais juste pour corriger quelques petits détails qui ont été donnés. Au contraire, la société Media Ratings a été créée justement pour ne pas parler d'Israël, pour parler de tout sauf Israël. Donc on a parlé de la fiabilité des médias sur tous les sujets, à l'exception d'Israël, pour justement bien montrer que les médias, dès qu'ils parlent d'un sujet quelconque, on s'aperçoit qu'ils font bien des erreurs intentionnelles ou d'incompétence. Et le seul sujet en rapport avec Israël auquel on s'est intéressé, c'est donc l'affaire Al-Doura. Ça, c'est la première précision. La deuxième précision que je tiens à préciser, c'est que l'idée dans Media Ratings qui avait été créée et donc dans l'affaire Al-Doura, ça n'est pas une défense d'Israël, c'est une défense de la vérité. C'est un reportage qui a été diffusé le 30 septembre 2000 donc par France 2, la chaîne de télévision qui dépend du gouvernement français, qui est véritablement la voix de la France dans les médias français. Donc c'est il y a presque 12 ans maintenant, 11 ans et demi. France 2, c'est donc le gouvernement français. Et c'est donc cette image qui déclenche la seconde intifada. Qui déclenche. Il y a un problème. Bon, on va faire ça ? Oui. On va faire ça. On va faire ça. Ok. Donc c'est cette image qui déclenche la seconde intifada le 30 septembre 2000. C'est aussi un an avant le 11 septembre. Et je crois que c'est très important de comprendre la symbolique de cette image qui a véritablement déclenché la furie du monde musulman contre d'abord l'État d'Israël, les Juifs et le monde occidental. Alors, ce soir, c'est une soirée un peu particulière parce qu'il y a exactement 10 ans, Daniel Pearl était égorgé pour venger la mort du petit Mohamed Al-Doura. Alors, je voudrais juste qu'on dédie cette soirée à la mémoire de Daniel Pearl. C'était exactement le 1er février 2002 qu'il a été égorgé. Aujourd'hui, on est le 4. Donc, souvenez-vous, ce monsieur a donc été assassiné pour un reportage qui n'est en fait qu'une pure fiction. Puisque ce que je vais vous démontrer maintenant, et c'est une démonstration, ce n'est pas une thèse contre une autre, c'est une démonstration basée sur des expertises scientifiques, balistiques, médico-légales, biométriques et même graphologiques. Et donc, on va prouver que ce reportage n'est qu'une pure et simple mise en scène. Alors, ce que je vous suggère, c'est pour qu'on soit très clair, on va d'abord regarder ce reportage, qui fait donc 50 secondes. Si on peut un tout petit peu éteindre la lumière, un tout petit peu, ce serait bien, pour que vous puissiez le voir précisément. C'est donc 50 secondes du reportage de France. Et donc, ce que j'affirme, et ce que je vais essayer de vous démontrer dans cette présentation, c'est parfait là, c'est parfait, merci. Dans cette présentation qui va durer environ
30 à 40 minutes, c'est donc que ce reportage n'est qu'une pure et simple mise en scène. Je répondrai bien évidemment à toutes vos questions à la fin, mais ce que je vous demande, c'est de ne pas m'interrompre dans la présentation et de noter toutes vos questions pour qu'on puisse y répondre à la fin. Donc regardez-le bien, c'est 50 secondes de mise en scène. 15 heures, tout vient de basculer près de l'implantation de Netzarim dans la bande de Gaza. Les Palestiniens ont tiré à balles réelles, les Israéliens ripostent, ambulanciers, journalistes et simples passants sont pris entre deux feux. Ici, Jamal et son fils Mohamed sont la cible de tirs venus de la position israélienne. Mohamed a 12 ans, son père tente de le protéger. Il fait des signes, mais une nouvelle rafale. Mohamed est mort et son père gravement blessé. Donc voilà, donc voici l'image qui a vraiment provoqué la furie dans le monde entier. Alors, avant donc de rentrer dans la démonstration, je voudrais vous rappeler la version des faits du journaliste de France 2. Donc, ce reportage, pour mémoire, il a donc été tourné par un caméraman arabe qui s'appelle Talal Abourahma, qui travaillait à Gaza à l'époque, qui travaillait pour CNN et pour France 2 ce jour-là. Il a envoyé ces images à CNN. CNN a refusé de les diffuser en demandant des garanties d'authenticité. En revanche, Charles Anderlin, qui n'était pas sur place, a reçu les images, a accepté tous les commentaires que l'on pu lui faire, qu'a pu lui faire son caméraman, et a donc fait ce reportage et l'a monté, comme vous l'avez vu, avec son commentaire. Alors la version du journaliste de France 2 est très importante. D'abord, il nous indique que les soldats se trouvaient à une distance du père et de l'enfant, à une distance de 80 mètres. Donc imaginez à peu près une distance de 80 mètres, ce n'est pas très grand, hein, ce n'est pas très loin. Et 80 mètres, en gros, on peut dire que le père et l'enfant, on va dire que c'est à peu près ça, c'est un petit carré, un petit rectangle d'à peu près 1 mètre carré et demi, 2 mètres carrés. Je vous pose une question toute simple, pour ceux d'entre vous qui ont déjà tiré avec une arme, à 80 mètres, combien de temps vous faut-il pour abattre une cible fixe de entre 1 et 2 mètres carrés? Une balle? D'accord. En gros, c'est une balle. Je vais vous donner la version de France 2. C'est que les Israéliens ont tiré 110 continués sur le père et l'enfant pendant 45 minutes. Voilà, donc la première chose, c'est que déjà cette présentation durera moins de 45 minutes. Par principe, j'ai donc choisi de vous faire une présentation où vous aurez à peu près 30% des preuves dont on dispose, parce qu'on ne va pas étendre la soirée trop longtemps, mais en revanche, je répondrai à toutes vos questions et j'ai donc mon ordinateur sur lequel je pourrai aller chercher des documents. Et donc, dans cette présentation de moins de 45 minutes, vous voyez que selon la version de France 2, il aura fallu 45 minutes, ce qui est donc totalement absurde. Ensuite, on nous dit que le père a reçu 12 balles et a été grièvement blessé. Alors, on parle de 12 balles d'armes de guerre, ce qui est complètement absurde aussi. Et le père aurait reçu 3 balles, l'enfant aurait reçu 3 balles et en serait mort. Alors, regardez juste la dernière photo du reportage, où on voit donc 12 plus 3, ça fait 15 balles d'armes de guerre. On a donc le père et l'enfant. Malgré les 15 balles d'armes de guerre, il n'y a pas une goutte de sang. D'accord? Alors, il y a 4 impacts sur les... Alors, ce que je voudrais... Excusez-moi, je vais avoir besoin vraiment de silence. Vraiment, notez vos questions, ce sera ce qu'il y a de plus simple. Voilà. Alors, ce reportage donc, a été diffusé par France 2 le 30 septembre 2000, comme je vous l'ai dit. Tout le monde l'a accepté. L'armée israélienne s'est excusée immédiatement en regrettant la mort de l'enfant. Dès le départ, il y a un chercheur israélien qui s'appelle Nahum Sha'af, qui a compris que ce reportage n'était pas authentique, mais personne ne l'a cru en Israël. Il faut comprendre qu'à l'époque, il y avait Ehud Barak qui passait son temps à essayer de négocier avec Yasser Arafat, pensant qu'il avait un partenaire pour faire la paix, et donc à aucun moment, ils n'ont accepté l'idée que les Arabes pouvaient faire des mensonges. N'oubliez pas aussi une chose, c'est qu'on se remet 10 ans en arrière, à l'époque, il n'y avait pas de YouTube, Internet, on n'avait pas du haut débit comme on l'a maintenant, donc on prenait les informations à la télévision, on les encaissait tous les jours, et on ne se rendait même pas compte, on ne pouvait pas revenir dessus, on ne pouvait pas revoir les images. Donc ça, c'est quelque chose de très important à comprendre. Donc ce premier chercheur israélien s'aperçoit que le reportage pose problème, les Israéliens ne le croient pas. Ensuite, il y a en Allemagne, 1 an et demi plus tard, en avril 2002, la télévision publique allemande ARD qui diffuse un premier reportage qui arrive à la conclusion que le père et l'enfant n'ont pas été tués par les Israéliens, ni blessés par les Israéliens, mais touchés par des balles arabes. Je dirais, c'est le premier point de retournement de l'affaire. C'est comme ça que je m'y suis intéressé. Et donc, quand j'ai vu ce reportage, j'ai essayé d'aller le faire diffuser par des télévisions françaises.
Tout le monde m'a rayonné en disant que ça n'avait aucun intérêt. Et ensuite, je suis tombé sur les travaux de la MENA, la Metula News Agency, qui arrivait justement à populariser les travaux donc, de ce chercheur israélien Nahum Shahaz pour dire, en fin de compte, le reportage n'est qu'une pure et simple mise en scène. Comme tout le monde, j'ai été un petit peu dubitatif, ça me paraissait étrange, assez inconcevable d'avoir vraiment véritablement une mise en scène, mais en fin de compte, à la fin 2002, j'en suis arrivé à la même conclusion qu'eux, c'était effectivement une pure et simple mise en scène. À ce moment-là, il y a un psychanalyste français qui s'appelle Gérard Hubert, qui a sorti un livre en janvier 2003, qui s'appelait Contre-expertise d'une mise en scène. Ce livre n'a pas été attaqué en diffamation, ce livre a été tout simplement censuré de façon silencieuse, personne n'en a parlé, si ce n'est pour se moquer de lui. Malheureusement, ce psychanalyste est décédé au mois de novembre dernier. C'est quelqu'un qui a fait un travail remarquable et qui est donc arrivé aux conclusions que vous allez voir là. Il avait à l'époque moins d'éléments dont on dispose maintenant, puisque moi j'ai rassemblé les travaux de tous les autres chercheurs avant moi, et ensuite je suis allé chercher d'autres documents. Parce que j'insiste bien sur un point très important, ce n'est pas moi qui ai découvert la mise en scène, ça a été découvert par d'autres personnes avant moi. Alors, donc ensuite, après tout ça, donc, il y a eu donc Stéphane Juffa, un chercheur américain qui s'appelle Richard Landes, avec lequel j'ai beaucoup travaillé aussi. En gros, on a fait un réseau international entre Israël, les États-Unis, l'Allemagne, pour essayer de trouver d'autres documents, même à la BBC. Je suis même allé acheter des rushs à la BBC. Vous verrez plus tard. Tout ça pour arriver donc à la conclusion et le fait que c'était une pure et simple mise en scène. Alors, tous les documents que vous allez voir là n'ont jamais été contestés par qui que ce soit. Dans cette affaire-là, il y a eu deux grands procès. Il y a eu un procès qui a été fait par France 2 contre moi, puisque en 2004, quand personne ne voulait m'entendre, personne ne me prenait au sérieux. Pour vous expliquer en 2 mots la situation, le président du CRIF de l'époque, Roger Kuckerman, me disait « Écoute, je te crois », mais l'ambassade d'Israël me dit de ne pas te croire. Ça, c'était une chose. Et la pire des choses, ça a été les 2 ambassadeurs d'Israël en France qui se sont succédés, c'est-à-dire Nissim Zvili et Danny Sheikh, qui tous les deux, quand les gens venaient le voir, disaient « Attendez, on a vu la démonstration de Karsanti, ça a l'air sérieux », disaient « Ne l'écoutez pas, il est fou, ça n'a aucun intérêt ». Danny Sheikh, l'ancien ambassadeur d'Israël, ayant fait, je pense, le plus grand affront que j'ai jamais subi dans cette affaire-là, puisqu'il a refusé de me serrer la main en public lors d'un cocktail public. Donc tout ça pour vous dire qu'il y avait véritablement, du côté israélien, pour tout un tas de raisons qu'on pourra essayer de nommer et de chercher, une véritable, je dirais, union sacrée derrière Charles Anderlin pour protéger ce faux reportage. Il faut que vous sachiez que Charles Anderlin est donc bien évidemment franco-israélien, il est juif, il a fait son alia il y a plus de 40 ans en Israël, et il connaît très très bien les milieux francophones israéliens. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on avance dans la démonstration, et donc je vous en supplie, gardez toutes vos questions pour la fin, ce sera plus simple. Je crois qu'il va manquer des chaises au fond, éventuellement. Il faudra en prendre. Je vais vous dire 2 mots des 2 grands procès qui ont été intentés. Le premier procès, c'est donc quand en 2004, personne ne voulait m'entendre, et comme je vous disais, que ce soit les ambassadeurs, le CRIF, etc. Ça a été très 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 dur. Donc le seul moyen de créer le débat avec France 2, c'était de les accuser d'avoir diffusé une mise en scène, puisque France 2 avait dit, si qui que ce soit nous accuse encore d'avoir diffusé une mise en scène, on attaquera en diffamation. Donc j'avais publié donc sur le site Media Ratings le seul article donc, qui était en rapport avec Israël, et qui disait, voilà, le reportage que France 2 a diffusé le 30 septembre 2000 est une pure et simple mise en scène, voici notre argumentaire, et si France 2 veut nous attaquer en diffamation, voici l'adresse de notre société. Ça a parfaitement marché, France 2 est tombé parfaitement dans le piège, et ils ont attaqué en diffamation. Le procès a eu lieu 2 ans plus tard, en septembre 2006. À la fin du procès, le procureur de la République a dit Karsanti a apporté des preuves suffisantes de la mise en scène, il doit donc être relaxé. Mais il faut savoir qu'à l'époque, Jacques Chirac était président de la République, et Jacques Chirac était un grand défenseur de Charles Anderlin. Il avait même envoyé une lettre à Charles Anderlin pour le féliciter pour la qualité de son travail. Cette lettre a été utilisée par France 2, et lors du procès qui a été rendu, le jugement qui a été rendu le 19 octobre 2006,
j'ai été condamné en diffamation en première instance. J'ai immédiatement fait appel. Et un an plus tard, on a eu donc le procès qui a eu lieu donc en septembre 2007. Et là, les juges ont interrompu le procès en disant « Attendez, il y a un problème. France 2, vous nous dites que vous détenez 27 minutes d'images de la mort de l'enfant, l'agonie de l'enfant, mais vous ne les présentez pas à la cour. Donc on interrompt le procès et on vous demande d'apporter ces images. » Donc le procès est interrompu en septembre 2007. Le procès est renvoyé au 14 novembre 2007. Et là, France 2, au lieu d'apporter les 27 minutes qu'il disait toujours détenir, il n'en apporte que 18. Donc déjà, il en efface 9. Donc c'est déjà une première chose un peu bizarre. Les juges disent « Mais attendez, vous vous moquez un petit peu du monde. » Et quand on regarde les 18 minutes, on s'aperçoit qu'il y a 17 minutes qui sont grotesques, qui n'ont aucun intérêt. On voit des gens qui parlent, qui courent, qui font des petites scènes devant la caméra. On a les 50 secondes du reportage qui sont ce qu'elles sont. On a 10 secondes que vous allez voir qui sont inimaginables, et que vous allez voir maintenant après, et 3 secondes qui sont absurdes. Et je suis obligé d'employer des mots chaque fois, je dirais, montant l'un sur l'autre, parce qu'on a vraiment affaire à des documents incroyables. Et donc, après cela, on a eu donc une audience de plaidoirie qui a duré 7 heures. L'avocat de France 2 s'appelait Francis Spinner. Et Francis Spinner a dit que j'étais le croisement aigri de Faurisson et de Thierry Messant. Pour vous donner un petit peu la modération de cet homme-là. Et malgré tout, j'ai été relaxé le 21 mai 2008. J'ai donc été relaxé le 21 mai 2008. Ce qui veut donc dire que maintenant, j'ai le droit de dire, et tout le monde a le droit de dire dans le monde entier, que le reportage de France 2 était une pure et simple mise en scène, une mascarade qui déshonore le service public français. Enfin, tout un tas de choses que j'ai dites dans cet article et qui sont maintenant autorisées. Alors, France 2 s'est pourvu en cassation juste après, pour ne toujours pas avoir à reconnaître la mise en scène. Et donc là, on est à 10 jours à peu près du point important de la Cour de cassation, puisque ça fait 4 ans qu'on attend l'arrêt de la Cour de cassation. Et l'avocat général près de la Cour de cassation a rendu son avis en novembre dernier, pour dire qu'en fin de compte, il recommandait le rejet du pourvoi en cassation de France 2. Et l'audience a lieu le 14 février 2012, donc dans exactement 10 jours. Donc c'est un moment assez important. On ne sait pas exactement quand sera rendu l'arrêt de la Cour de cassation, mais déjà le fait que l'avocat général nous donne raison est quelque chose d'assez favorable, même si ça n'est pas une décision définitive. Alors ça, c'est donc le premier grand procès contre France 2. C'est celui qui a fait le plus de bruit. Le deuxième procès, c'est un procès contre Canal+. Quand France 2 et moi étions en procès, Canal+ a essayé d'interférer sur le cours de la justice et a diffusé un documentaire un mois avant le rendu de l'arrêt de la Cour d'appel, qui était un documentaire absolument abject, dans lequel j'étais décrit comme un méchant financier qui menait une croisade contre Charles Anderlin avec des intentions extrémistes, tout ce que vous pouvez imaginer. Et donc ce reportage était tellement dégoûtant que j'ai donc décidé de porter plainte moi-même en diffamation contre Canal+. Alors là, amusez-vous bien, j'ai reçu un appel de l'ambassade d'Israël me disant « Surtout, n'attaquez pas, c'est n'importe quoi. Vous avez eu de la chance de gagner contre France 2, mais n'attaquez pas. » Je leur dis « Écoutez, quand vous vous faites diffamer, je me débrouille pour gagner. Peut-être que quand moi je me fais diffamer, je vais me défendre. » Finalement, j'ai donc fait condamner Canal+ une première fois en diffamation en 2010, en juin 2010. Ils ont fait appel. Le procès en cour d'appel a eu lieu en novembre dernier et on a eu l'arrêt de la cour d'appel le 5 janvier 2012 et ils ont été confirmés, donc ils ont été condamnés une deuxième fois. Donc leur reportage était véritablement diffamatoire. Alors, je vous propose qu'on déroule la présentation et vraiment, s'il vous plaît, notez bien vos questions. Alors, je vous montre comment on va procéder. D'abord, je vais vous montrer l'exploitation mondiale du reportage, comment ce reportage a été utilisé dans le monde entier pour diffamer Israël, les Juifs et le monde occidental. Ensuite, je pose 5 questions et je donne 5 réponses qui démontrent l'incohérence de la version de France 2. Et ensuite, vos questions et mes réponses. Alors, l'exploitation mondiale du reportage. D'abord, vous avez eu dans les 2 semaines qui ont suivi le reportage, donc le lynchage des 2 soldats israéliens. Je vous assure que comme il n'y a pas de micro, si vous parlez par-dessus moi, je n'y arriverai pas. Merci. Donc, il y a eu donc le lynchage des 2 soldats à Ramallah, où la foule criait « Adoura, Adoura, Adoura », donc pour venger la mort de Mohamed Adoura. Ensuite, vous avez eu tous les pays arabes qui ont fait, et musulmans, puisqu'il y a l'Iran aussi, le Soudan, qui ont fait des timbres à l'effigie de Mohamed Adoura. Vous voyez, c'est impressionnant, on a même le Maroc, la Tunisie, un petit peu tous les pays, des plus extrémistes à ceux qui semblaient être plus modérés. Ensuite, vous avez la cassette de recrutement de Ben Laden, qui a été utilisée, donc n'oubliez pas, 1 an avant le 11 septembre.
عمرك الصبي تبدد يا فدا ناظريك كل زعيم الظروف اللغى أداء ولد. Ça suffit. Ensuite, vous avez une belle robe, peut-être une robe de mariée, vous voyez, avec le père et l'enfant, voilà. Le sang qui coule, un char. Voilà. Ensuite, vous avez une rue à Tunis, la rue Mohamed el-Dora, le martyr palestinien. C'est intéressant de voir que dans tous les pays arabes, il y a ces rues, il y a ces monuments. Récemment, on a ouvert un jardin d'enfants à Istanbul, à l'effigie du père et de l'enfant. Là, c'est un extrait de la vidéo de la décapitation de Daniel Pearl. Bien évidemment, vous ne verrez pas la scène horrible, mais vous allez voir le moment où on justifie son meurtre par la présence, par le soi-disant assassinat du père et de l'enfant. Der amerikanische Journalist Daniel Pearl war Jude. Seine Henker zwangen ihn, Israel als Kindermörder anzuprangern. Wenige Minuten später trennten sie ihn vor laufender Kamera den Kopf ab und stellten die Bilder ins Internet. Voilà. Alors, juste une chose, vous avez remarqué, donc ce film est en allemand. Pourquoi? Parce que je vous avais parlé d'un premier documentaire allemand qui datait de 2002. Ensuite, la télévision allemande, je suis allé les voir en Allemagne quand on a commencé vraiment à développer l'enquête. Et la télévision allemande ne me prenait pas au sérieux quand je leur disais qu'en fin de compte ils s'étaient trompés, que c'était une mise en scène. Eux ils étaient restés sur la version le reportage est authentique, mais le père et l'enfant ont été tirés par les Arabes au lieu d'avoir été tirés par les Israéliens. Et finalement, au bout d'un certain temps, après plusieurs séjours là-bas, j'ai pu les convaincre et ils ont donc fait un deuxième documentaire qui a été diffusé en mars 2009 en Allemagne, qui a aussi été diffusé en Israël plusieurs fois, et en Israël et en Suisse, voilà. Bien évidemment jamais en France. Et donc c'est un deuxième reportage qui rejoint mes conclusions du fait que c'est une mise en scène. Ils sont venus me suivre au procès, donc on voit tout un tas de choses là-dessus. Et donc ça, c'est probablement le monument le plus important à ce jour. C'est la place de l'enfant martyr de Palestine. Et ça se trouve à Bamako, au Mali, en Afrique. Alors, tout ça c'est un petit peu pour couper l'argument. Pourquoi je vous ai montré ça? Pour couper l'argument de certains justement de l'ambassade d'Israël ou du ministère des Affaires étrangères israélien qui disent « mais on s'en fiche, cette image n'a aucune importance, c'est à cause de vous qu'on en parle encore ». J'essaie de leur expliquer, mais comme ils ne comprennent pas. Vous savez, en Israël, le problème c'est qu'ils ont énormément de mal à comprendre ce que c'est que l'antisémitisme. Ils ne comprennent pas que le fait de ne pas communiquer correctement peut avoir des conséquences dramatiques dans le monde entier. Et donc voilà. Donc c'est extrêmement difficile. Il faut chaque fois que je vais en Israël leur présenter ça. J'étais à Bruxelles il y a 2 jours, il y a 3 jours, le premier, pour faire une conférence. Et je vous donne une anecdote qui est quand même incroyable. Il y a un Israélien qui est venu me voir et qui me dit, voilà, je viens d'obtenir 1,5 million d'euros du ministère des Affaires étrangères israélien pour lutter contre la propagande des médias. Et ça, je dis, ah d'accord. Et j'ai commencé donc à lui parler de l'affaire Doura. Je connaissais strictement rien, absolument rien. Il ne savait même pas que l'enfant n'était pas mort, que c'était une mise en scène. Il ne savait pas qu'il y avait des timbres, il ne savait rien de tout ça. Donc c'est pour vous donner un petit peu... On a un vrai problème d'éducation et de rééducation. Et malheureusement, on a aussi un énorme problème d'ego de certains hauts fonctionnaires israéliens qui, pour eux, le fait que des gens de l'étranger viennent leur dire « mais attendez, regardez, vous ne comprenez même pas comment ça marche », pour eux, il y a un vrai problème d'accepter le fait, entre guillemets, de recevoir des leçons de moi ou d'autres personnes pour leur dire « mais regardez le drame de ne pas communiquer correctement sur ce genre de problème. » Alors, maintenant, une fois qu'on a établi que c'était vraiment un sujet important, historique, puisque je tiens à préciser une chose, depuis la création de l'État d'Israël, il n'y a pas eu d'autre image qui a été créée dans le monde pour diaboliser l'État d'Israël. Il n'y a rien d'autre. Vous pouvez fermer les yeux, chercher. Vous aurez mon mail à la fin, vous pourrez m'en trouver une autre. Il n'y a pas d'autre image qui a été créée depuis la création d'Israël, de l'État d'Israël, pour détruire la légitimité de l'État d'Israël. Rien d'autre. Alors, où ça s'est passé? À Netzarim, dans la bande de Gaza. Voilà un carrefour, une position israélienne, un mur, ici avec un baril, un angle d'environ 30 degrés et donc la distance de 80 mètres. D'accord? Très important de regarder l'angle, vous verrez tout à l'heure en fonction de l'analyse balistique. Et là, ce que je vais vous montrer, c'est que ce jour-là, on tournait des images. Alors, on tournait des images, d'autres caméramans tournaient des images, il y avait beaucoup de caméramans qui tournaient des images qui n'étaient pas authentiques, et là ce que je vous propose c'est de regarder ce que tournaient Reuters et la Société de Presse ce jour-là, au même endroit, donc j'insiste bien, le même jour au même endroit,
Regardez bien ce que ça faisait. Donc on est Reuters, on est là. Vous reconnaissez donc là le trottoir. Et donc, vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez donc le trottoir qui est là, hop, hop, là, c'est peut-être arrondi. Là. Le fortin israélien. Et regardez ce qui se passe. Donc là, il y a le fortin avec le drapeau. Tout ça, c'est le fortin israélien. Dans le dos, on a le père et l'enfant. Là, le garçon tombe. On va donc appeler l'ambulance, qui va arriver relativement vite. On a regardé ce que va faire ce garçon. Voilà, donc là, il a un de ses amis, normalement, qui vient de se faire blesser et évacuer dans une ambulance. Il part en souriant, en applaudissant, et en tournant le dos aux Israéliens. Et regardez cet homme avec un treillis et une arme automatique. Donc on se dit que si vraiment les Israéliens sont en train d'abattre tout ce qu'ils peuvent, tous ces gens-là, ils sont morts. Et vous voyez tous ces caméramans qui filment cette fausse évacuation de façon évidente. Donc c'est une fausse scène de guerre. Maintenant, on va voir une deuxième fausse scène de guerre, où vous allez voir quelqu'un pédaler tranquillement à vélo, et ensuite quelqu'un rentrer tranquillement dans l'ambulance, même pas besoin d'être porté, il va rentrer en courant dans l'ambulance. Regardez. L'ambulance arrive, on passe à vélo tranquillement, on rentre en courant dans l'ambulance. Voilà. Donc voilà une scène tournée le même jour, au même endroit. Et là maintenant, je voudrais vous montrer une troisième évacuation, mais là qui est une évacuation ratée, regardez bien. Donc là, pour le coup, il est vraiment blessé. Voilà. Alors, pourquoi je vous montre ça? C'est donc parce qu'un des grands arguments de France 2, c'est toujours de dire comment pouvez-vous imaginer qu'on ait pu tourner une fausse scène de guerre alors que ce jour-là, c'était la guerre absolue. Ariel Sharon était allé sur l'esplanade des mosquées, comme ils disent, et donc c'était la furie dans les territoires arabes. C'est rigoureusement faux, il n'y avait pas de furie. C'est ce reportage qui déclenche véritablement la seconde intifada. Et à cette époque-là, on continue à tourner ce qu'on appelle du Pallywood, Palestinian Hollywood, de fausses scènes de guerre. Alors, maintenant, la version de France 2 est-elle crédible? Comme je vous l'ai dit, on va le faire à partir de 5 questions. Alors, regardez bien ce qu'a déclaré Charles Anderlin au sujet du reportage et des images qu'il détient. Il a d'abord dit « J'ai coupé l'agonie de l'enfant, c'était trop insupportable. » Ensuite, il a dit « Comme certaines parties de la scène sont insupportables, France 2 a coupé quelques secondes pour respecter notre charte éthique. » Et il a répété « Sachant combien on me le reproche aujourd'hui, je diffuserai les quelques secondes de l'agonie de l'enfant que j'avais coupé. » Donc vous imaginez bien que pour tous les gens comme moi qui nous sommes battus sur ce dossier-là pendant des années, quand France 2 a été contraint de rendre public les rushs le 14 novembre 2007, on était comme des fous. Je peux vous dire qu'il y a eu une bataille absolue à la cour d'appel de Paris pour rentrer. Ça a été véritablement physique. Une bataille physique, les gens se battaient, se montaient les uns sur les autres pour pouvoir rentrer dans la salle, pour voir les images. Et ce que je vous propose maintenant, c'est de regarder les fameuses 10 secondes qui suivent la soi-disant mort de l'enfant. Regardez bien et surtout écoutez. Alors, si vous écoutez bien, vous entendez qu'il y a plein de bruit. Donc ça ressemble à du bruitage, parce que vous ne voyez aucune balle. Ni frapper le sol, ni frapper le mur, rien du tout. Maintenant, regardez de plus près. Regardez, une fois que l'enfant est mort, regardez. Est-ce qu'on a des médecins dans la salle éventuellement? On a des médecins. Alors dites-moi si un médecin peut nous dire qu'éventuellement, quand on est mort, est-ce qu'on lève le coude et on tourne la tête en direction de la caméra? Pas normalement. Mais est-ce qu'un médecin peut aussi dire que quand on est mort, on ne lève pas le pied au-dessus du sol? Et que quand on a 12 balles dans le corps, on n'est pas comme ça très détendu. Regardez bien. Regardez, on lève le coude, on baisse le coude, le père a plutôt un visage à tête détendue, et là l'enfant lève le pied au-dessus du sol. Voilà. Et à gauche, vous avez un trépied, ce qui est quand même assez rare sur une scène de guerre. Voilà. Donc ce qu'on peut déjà dire, c'est que donc Charles Anderlin et France 2 n'ont pas dit la vérité sur les images qu'ils détiennent. Je crois qu'il manque de fauteuil derrière aussi. Il y en a? C'est bon. Bah, non, mais donnez-leur. Voilà. Donc, la première question. Donc, à la première question, est-ce que Charles Anderlin a dit la vérité? Non, il a menti. Et là, on en a la preuve. La deuxième question, la première scène de France 2 du reportage est-elle authentique? Alors,
Alors, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui m'a rendu un grand service sans le savoir. Il y a quelqu'un qui a reçu un appel, n'est-ce pas? C'était par là. Quelqu'un a reçu un appel? Ok. Il vous a fallu en gros 5 secondes pour décrocher. Hein? C'est qui? 5 secondes pour décrocher. Ben, je vais vous montrer que vous êtes très très lent comparé à un ambulancier de France 2. Regardez bien le reportage de France 2. Donc ça, c'est la première scène où on voit soi-disant quelqu'un prendre une balle. Regardez. Les Palestiniens ont tiré à balles réelles. Alors, là, il y a 3 choses qui sont absurdes. La première chose, c'est ce que nous dit Charles Anderlin. Les Palestiniens ont tiré à balles réelles. Est-ce que vous aviez déjà imaginé que les Palestiniens tiraient avec des balles non réelles, avec des balles à blanc? Donc là, grâce à ça, on apprend que tous les bruitages qu'on voit derrière, et qu'on on comprend bien que quelquefois, ils ne tirent pas avec des balles réelles. Ils ne sont pas complètement fous quand même. Quand ils font leur petite scène de guerre, ils ne tirent pas avec des balles réelles. Première chose. Deuxième chose, il y a des gens un peu plus âgés que moi dans cette salle qui pourront vous le confirmer, on ne voit jamais à la télévision quelqu'un recevoir une balle en direct. Pourquoi? C'est très simple. Parce que le caméraman n'est jamais là au bon endroit au bon moment. Ça n'arrive jamais. Il y a un type dans l'histoire qui s'est pris une balle en direct à la télévision, il s'appelle John Fitzgerald Kennedy, et encore, c'était pas un caméraman qui était face à lui, c'était quelqu'un qui prenait de loin, mal, etc. Alors que là, vous aviez un caméraman qui est fixé exactement, qui a cadré parfaitement, et qui sait que lui va prendre une balle. Et ce que vous allez voir, c'est que l'ambulance arrive en 2 secondes, donc plus rapide que pour décrocher un téléphone. Regardez bien. Regardez. Hop! Les Palestiniens ont tiré à balles réelles. Alors, c'est assez exceptionnel, parce que donc il fait un bond aussi, mais maintenant ce que vous allez voir, c'est que France 2 est très fier, et ne se rend même pas compte de l'incongruité de leur truc, c'est qu'ils sont très fiers de nous montrer qu'ils avaient un deuxième caméraman qui filmait la même scène sous un autre angle. Donc un type qui est devant une Jeep, on ne sait pas pourquoi, il a 2 caméramans braqués sur lui qui savent qu'il va lui arriver quelque chose. Regardez. Notre caméraman. Les voici. Et là, il y a encore 3 absurdités. La première chose, c'est que la balle est censée le projeter contre la Jeep. Pas du tout, il fait un bond d'1 mètre dans ce sens-là. Donc le caméraman bien placé, et surtout, si vous regardez grâce au rétroviseur de l'ambulance, on va voir que l'ambulance a démarré avant qu'il ne reçoive la balle. Regardez bien. Notre caméraman. Les voici. On pourrait s'arrêter là pour dire que cette scène est grotesque, d'accord? Et ben non, on va continuer. Donc là, il se tient la jambe droite, on va le traîner sur le sol sur la jambe droite, bien évidemment, pas une goutte de sang. On va le porter vers la civière où on voit sa jambe droite, hein, regardez bien, c'est sa jambe droite, pas de sang. On le pose sur la civière, sur sa jambe droite, il ne se plaint pas, là où il a pris la balle. Étrange. Maintenant, je vais vous montrer autre chose. Regardez bien cette scène, ce sont des images que France 2 nous a apportées au tribunal. Regardez bien. C'est donc quelques images supplémentaires que eux pensent utiles pour montrer leur cas. Et moi, je vais vous montrer que c'est grotesque encore plus grotesque. Regardez bien. On retrouve les images de France 2 déjà vues, montrant la fin de l'évacuation. Regardez ce monsieur fumer sa cigarette tranquillement. Un autre chauffeur prend le volant, la Land Rover redémarre. Dans leur fuite, ces hommes passent devant Mohamed Al-Doura et son père Jamal, cachés derrière ce qui ressemble à un cylindre en béton. Alors là, regardez, donc là maintenant on va revoir le monsieur qui fume tranquillement sa cigarette et qui fait tomber sa cendre, qui joue avec sa cendre ensuite. Il regarde à droite à gauche, très détendu. Et on va en voir un autre encore qui fume et qui crache sa cigarette. Donc, rendez-vous compte, au moment où on tourne cette scène grotesque de l'évacuation du type qui prend soi-disant une balle dans la jambe, on a déjà le père et l'enfant qui attendent derrière le baril. Donc normalement la présentation elle peut s'arrêter là. Je peux vous dire que si la première scène est grotesque et qu'ils sont à 5 mètres, ils n'ont rien à faire là, ils peuvent rentrer chez eux. Donc déjà, on peut déjà en déduire que c'est une mise en scène. Mais on va continuer, on va aller plus loin pour voir l'étendue de la mise en scène. Donc la première scène du reportage n'est bien évidemment pas authentique. On va voir la suite. Troisième question, quelle est la provenance des balles qui auraient été tirées vers Léa Dora? Alors, chose incroyable, encore de mémoire de téléspectateurs, est-ce que vous avez déjà entendu qu'un caméraman ou un journaliste soit allé faire une déclaration sous serment pour certifier ce qu'il avait vu ou ce qu'il avait reporté? Ça n'est jamais arrivé. Exceptionnellement pour France 2, le caméraman, qui s'appelle donc Talal Abouahma, est allé au Palestinian Center for Human Rights, un centre à Gaza qui est plutôt respecté, pour dire qu'il a filmé approximativement 27 minutes à filmer l'incident qui a duré 45, donc toujours 45 minutes sur le père et l'enfant. Grâce à lui, on sait qu'il y a ces 27 minutes de film qu'on doit attendre.
Il confirme que l'enfant a été tué intentionnellement et de sang-froid, et que son père a été blessé par l'armée israélienne. Et il confirme ensuite la tuerie a duré pendant 45 minutes. Ensuite, ce caméraman a été réinterrogé par la télévision publique allemande, et regardez ce qu'il va déclarer. I never saw shooting in my life like this. 45 minutes shooting. 45 minutes à tirer sur le garçon. Vous imaginez ce que ça fait. Alors, on va élargir un peu le spectre, puisque maintenant on parle de 45 minutes à tirer sur le garçon, et si on regarde le mur, en gros le mur maintenant, si on regarde le père et l'enfant, on va dire que c'est tout ça. Donc 45 minutes, il y a 8 impacts sur le mur. Ça veut dire que moins d'une toutes les 5 minutes. Vous imaginez ce que sont des soldats israéliens, des tireurs d'élite qui tirent contre un mur qui n'arrive qu'à en loger 8. La deuxième chose, regardez la taille des impacts dans le mur. Donc vous savez, c'est quand même assez gros. Imaginez si le père avait reçu 12 trous comme ça. Il serait donc une passoire, un gruyère, ce que vous voulez. Mais il y a encore quelque chose de très intéressant que nous apprend la balistique, c'est que les impacts de balles sont ronds, ils sont circulaires. Ce qui est donc la preuve que le tir est perpendiculaire. Si les tirs venaient de l'angle de 30 degrés où je me situe moi à peu près, on aurait des balles qui auraient griffé le mur et qui auraient fait des formes ovales sur le mur. Donc là encore, on peut arrêter la démonstration maintenant et dire que de toute façon, comme on voit que les 8 impacts ne viennent de l'endroit uniquement où il y avait des Arabes et pas un seul du côté d'Israéliens, on peut dire que c'est une mise en scène. D'accord? On est clair là-dessus? Alors maintenant, on va écouter ce que nous dit Charles Anderlin à ce sujet-là. All the witnesses I talked to told me the shooting was coming from the direction or from the Israeli position itself. Donc Charles Anderlin nous dit que tous les témoins qu'il avait nous disent que les balles ou les tirs venaient de la position israélienne ou de la direction de la position israélienne. Je vous invite à lire avec moi certains extraits des déclarations des témoins de France 2, qui sont quand même assez exceptionnels. Nous avons vu les soldats israéliens tirant des missiles en direction du poste palestinien de sécurité. Il y avait un avion qui tirait d'en haut. Le camp militaire israélien se trouvait exactement en face d'eux. Et enfin, il y avait des hélicoptères, des snipers israéliens qui tiraient des missiles anti-tanks sur le poste de sécurité palestinien. Donc, on va résumer. 45 minutes de tir du père et de l'enfant, des avions, des hélicoptères, des missiles anti-tanks, et malgré tout ça, seulement 8 impacts dans le mur, pas une goutte de sang. On conviendrait que c'est complètement grotesque. Donc, bien évidemment, on peut arriver à la conclusion que aucune des balles qui auraient été tirées vers les Al-Doura ne furent tirées du fortin israélien. Maintenant, on va arriver aux deux dernières questions. Qu'est-il arrivé au père? Qu'est-il arrivé à l'enfant? Est-ce que le père a été vraiment blessé dans le caméra de France 2? Alors, on va voir ce qu'il nous disait sur Canal+, un an après les faits. Il y a un an, Jamal était touché par une douzaine de balles. Le roi de Jordanie a personnellement financé les 7 opérations qu'il a subies. Les balles m'ont arraché les muscles du bras droit. Elles m'ont pulvérisé l'os. Maintenant, j'ai du métal à la place de l'os. Ma jambe droite a été criblée de balles, ma hanche brisée, je n'ai plus de nerfs dans la jambe droite, c'est-à-dire que je suis à moitié paralysé du côté droit. Ok, tout est bien. Donc il nous a dit qu'il y a eu les jambes criblées de balles, le bras 12 balles. D'accord? On regarde ses jambes, rien. Rien du tout. Alors, là vous allez voir quelque chose d'intéressant, vous allez voir que donc l'enfant a la main sur les yeux. Ce qui est une position qui n'est pas non plus compatible avec la mort, puisque la main comme ça, crispée devant les yeux, quand on est mort, on n'a plus de tonus musculaire. Vous voyez autre chose, il tient et il serre très fort ici quelque chose avec ses mains. Vous allez voir, c'est quelque chose qui semble rouge. On peut imaginer qu'il y a du sang. Vous allez voir ce que c'est que ce rouge. Et en fin de compte, c'est aussi incompatible. Maintenant, vous voyez donc que le père n'a de sang nulle part. Mais maintenant, le lendemain, à l'hôpital de Gaza, il a un plâtre avec du sang. Il a un plâtre avec du sang bien rouge encore. Encore une fois, je crois que des médecins pourraient nous dire que quand on a une blessure ouverte comme ça, c'est un peu dangereux de plâtrer. Voilà. Et donc des blessures sur les jambes. Et là, on est arrivé à un problème en 2004, c'est que quand on est arrivé avec cette conclusion-là, que donc pour nous le reportage était mis en scène, France 2 nous a apporté des images du père dénudé, où on voyait qu'il avait des cicatrices partout sur le corps. Et donc ça a été un vrai souci, parce qu'on s'est dit, on a une contre-argumentation intéressante. Et en fin de compte, on les a regardées, ces cicatrices, on a analysé et on a compris, grâce à un médecin français, à la base, qui est devenu israélien il y a plus de 30 ans, qui s'appelle Yehuda David. Et en fin de compte, ce médecin nous a expliqué ce qui s'est passé. En 1992, ce père, il travaillait en Israël dans l'industrie du bâtiment. Et les islamistes l'ont attrapé à Gaza et l'ont attaqué à coups de hache et de couteau.
Donc il a été sauvagement agressé. Il ne pouvait plus travailler. En 1994, son patron israélien lui a payé une opération chirurgicale à l'hôpital Tel HaShomer de Tel Aviv qui lui a permis de retrouver l'usage de la main. Et donc, il lui a donc pris il a fait tout un tas d'opérations, le chirurgien, et en fin de compte, toutes les cicatrices qu'il a maintenant sur son corps sont ou bien le résultat des coups de couteau ou des coups de hache, ou bien de la chirurgie qui a été effectuée sur son corps. Donc ce que je vous propose, c'est d'analyser et d'écouter ce que nous dit le docteur israélien sur la chirurgie qu'il a pratiquée sur le père. לקחתי גידים באופן חופשי, זאת אומרת, ניתקתי אותם מהשרירים שלהם, מכף הרגל שמאל, והעברתי אותם לשריר שהיה עדיין פעיל בידו הימנית. כל זה, כמובן, זה משאיר צלקות. ולכאורה, הצלקות האלה, לפי התמונות שג'מאל דורה מציג אותן כפיצי ירי של חיילי צה"ל, לא יכולים להיות בשום פנים ואופן פצע ירי. לפני שיצאתי לתקשורת, רציתי להיות בטוח שאני לא טועה. התייעצתי עם אנשים שיודעים כירורגית כף יד, שיודעים איך נראית צלקת מזה שעוסקים בזה במשך כ-40 שנה, וכולם מסכימים כמוני, הצלקות הללו שג'מאל דורה מציג כצלקות של פיצי ירי הן צלקות של חתך, או של סכין כירורגי, או של גרזן או סכין כנשק. Voilà, donc ce médecin fait donc cette déclaration. Dans les semaines qui ont suivi, il a fait aussi un article, il a fait une interview au journal Actualité Juive, dans lequel il confirmait le fait que les blessures étaient fausses. Et en fin de compte, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que France 2, une fois qu'ils ont lancé cette procédure contre moi et qu'ils ont perdu, pour eux, leur seul objectif maintenant, c'est de ne pas relancer l'affaire, de ne plus en parler du tout. Et donc, en revanche, lui, Charles Anderlin, il reste obsédé par cela, il veut absolument continuer le combat. Mais il ne peut pas attaquer, puisqu'autrement France 2 ne l'autoriserait pas. Donc, qu'ils ont dit, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris le père, puisque lui, dans l'article de journal de Actualité Juive, disait que le père était donc un imposteur, qui faisait croire que ses blessures résultaient de la fusillade. Donc Charles Anderlin lui avait donc fait porter plainte contre Actualité Juive et contre le médecin. Donc c'est le père Jamal Aldora qui a déposé plainte par une avocate à Paris contre le médecin et contre Clément Veyrenal et contre Actualité Juive. Vous imaginez, bien évidemment, c'est complètement ridicule. Le père, Actualité Juive, vous imaginez bien qu'on ne le lit pas à Gaza, que le père, s'il a été diffamé, c'est bien plus par les articles qui sont sortis dans le monde entier, par le Wall Street Journal ou dans la télévision allemande, plutôt que par ce médecin et Clément Veyrenal dans Actualité Juive. En fin de compte, c'était une instrumentalisation. Il se trouve que les avocats de ce médecin et de Clément Veyrenal ont une stratégie juridique avec laquelle je n'étais pas d'accord, qui était de dire en fin de compte, il faut qu'on plaide le fait que le reportage, que les blessures étaient fausses, mais on ne va pas jusqu'au bout pour dire que c'est une pure et simple mise en scène. Et donc je leur ai expliqué que ça n'avait aucun sens, qu'on ne gagnait pas un procès sur ce sujet-là en s'arrêtant au milieu du gué. C'est-à-dire qu'il faut aller, ou bien on peut dire que le reportage est une pure et simple mise en scène, et dans ces cas-là, on peut prouver que tout est faux, mais si on dit, on sait que les blessures sont fausses, mais on ne peut pas dire que c'est une mise en scène, on ne peut pas arriver jusqu'au bout. Et donc résultat, ils ont été condamnés en diffamation l'année dernière. Le procès en appel a eu lieu au mois de décembre, et le 15 février, on aura l'arrêt de la Cour d'appel de Paris au sujet de cette décision. Peut-être qu'ils vont gagner, j'en suis pas certain, mais en tout cas, moi, je n'étais pas convaincu. J'ai assisté à leurs deux procès. Je n'étais pas convaincu par leur argumentation parce que je trouve que ce dossier doit être plaidé jusqu'au bout. Il faut vraiment aller jusqu'au bout de la pure et simple mise en scène. Mais en tout état de cause, nous, on a prouvé que le père et l'enfant n'avaient pas été, enfin, que le père n'a pas été blessé devant la caméra de France 2. Et vous verrez d'autres images après qui continuent à vous le montrer. Alors maintenant, on va voir qu'est-ce qui s'est passé pour l'enfant le 30 septembre 2000. Alors regardez ce que nous dit le père. The first bullet hit him in the right knee. La première balle l'a touché au genou droit. C'est très important de se souvenir et d'écouter bien ça. Au genou droit. Écoutez bien. Regardez ce médecin, il s'appelle Mohamed Tawil. Il est très important aussi, écoutez bien. Cette blessure à la hauteur du rein a été causée par la sortie d'une balle qui avait touché Mohamed de face à la poitrine. Donc une balle qui a touché Mohamed de face à la poitrine qui est sortie au niveau du rein. Et donc Mohamed Tawil, c'est bien le médecin qui a réceptionné le corps à l'hôpital.
Alors, chose intéressante, c'est juste avant que l'enfant mette la main devant les yeux, regardez une chose. Vous voyez que les jambes qui sont là du père, qui sont soi-disant criblées de balles, il n'y a rien. Maintenant, vous avez quelque chose de rouge là, et vous pouvez me dire, ah ben voilà, c'est ça la blessure rouge, le genou. Pas du tout. En fin de compte, ce que vous allez voir, d'abord, vous voyez qu'à son abdomen, il n'y a strictement rien. En fin de compte, c'est un chiffon rouge que l'enfant va déplacer sur son corps pour mettre ensuite à son abdomen pour faire croire qu'il a cette blessure. Et c'est ce que vous allez voir plus tard. Vous voyez, il tire le chiffon là, et hop, et là, il n'y a plus rien. Et c'est ce qui tient maintenant ici. Voilà. Vous voulez revoir? Voilà. Vous voyez ça, le chiffon. Voilà. S'il avait été blessé à la cuisse, cette blessure rouge, on la verrait toujours. Alors maintenant, on va voir ce que nous dit Charles Anderlin sur les blessures à la morgue. We've got the pictures of Mohamed Al-Doura's body in the morgue of Shifa Hospital. The wounds look to me consistent with the shooting that happened that day. The kid was not shot from the back. The wound in the back is an exit wound. Alors, la blessure dans le dos est une sortie de balle. Il nous parle d'image de la morgue. Alors, bien évidemment, je ne vais pas vous dire qu'il n'y a jamais de mort à Gaza. Bien évidemment, il y a des gens qui meurent, c'est quand même une zone de guerre. Donc ce qu'on va voir, ce sont des images difficiles à la morgue de Gaza. Mais écoutez bien ce que nous dit le médecin, et souvenez-vous que le père nous a dit que la première balle a touché Mohamed au genou droit. Écoutez bien. Et regardez. Following the examination, it was clear that the bullet entered the body from the front and from above. The bullet entered the body in the abdomen and exited the body here. This wound was fatal. The second injury lies just beneath the chest, and the bullet exited through the left hip bone. This wound was also fatal because it shredded major blood vessels. The third injury in the left leg was relatively harmless. Vous avez vu? La blessure à la jambe gauche n'était pas trop grave. Voilà, comme on a un problème. Le père nous dit qu'il a été blessé à la jambe droite. Le médecin qui l'a réceptionné, qui est à la morgue, nous dit qu'il a été blessé à la jambe gauche. Il y a un vrai souci. Et il nous dit qu'il y a deux blessures, deux balles qui sont rentrées dans le corps et qui sont sorties par le dos. C'est très impressionnant, quoi. Vous imaginez ce que c'est qu'une sortie de balle. Alors voilà ce que nous dit le médecin, l'expert balistique près de la cour d'appel, qui est le numéro 1 en France. Si la blessure au ventre avait été transfixiante, c'est-à-dire qu'il avait donc transpercé son corps, comme le déclare un médecin, des projections de sang et de chair seraient visibles sur le mur, ce qui n'apparaît pas sur les photographies couvrant les 10 secondes qui suivent le reportage de France. Effectivement, quand l'enfant lève le coude, tourne la tête en direction de la caméra et baisse le coude, vous voyez bien que dans son dos, là, les deux sorties de balles, nulle part, rien. Là, on devrait voir quelque chose, et là, on ne voit toujours rien. Ce que je vous suggère, c'est une image très difficile à comparer avec une vraie sortie de balle. Regardez ce que fait une vraie sortie de balle. Voilà, le jean, voilà ce que ça fait. Vous pouvez imaginer les projections de sang qu'il y a sur le mur derrière, normalement. À comparer, toujours rien. Alors, maintenant, je voudrais juste vous rappeler deux éléments. Écoutez bien, le début du reportage de France 2, c'est très court. 15 heures, tout vient de... 15 heures, tout vient de basculer. 45 minutes de tir. D'accord, donc 15h45 au moins. Maintenant, regardez bien le médecin Mohamed Tawil. L'explication a été donnée dès le lendemain du drame par le médecin qui a examiné le corps. Le médecin qui a examiné le corps, Mohamed Tawil. Alors, ce qui est intéressant maintenant de voir, c'est que la télévision publique allemande est allée interroger ce médecin. Et on va écouter ce que nous dit ce médecin, surtout à quelle heure il a réceptionné le corps. Souvenez-vous, 15h plus 15h45. D'accord? Écoutez bien ce que nous dit le médecin. Was wissen wir über Mohammeds Verletzungen? Den Zeugenaussagen zufolge kann der Krankenwagen mit Mohammed und Jamal al-Dura frühestens gegen 3:30 hier im Shifa-Krankenhaus in Gaza angekommen sein. Der diensthabende Arzt erinnert sich auch an die Einlieferung eines toten Kindes, aber nicht um 3:30. Es war gegen 10 Uhr. Ich war in der Intensivstation der Notaufnahme für die Schwerverletzten. Zeitgleich, innerhalb einer Minute, wurden 2 Personen eingeliefert. Eine war ein Kind. Hinterher erfuhr ich, dass es Mohamed Jamal al-Dura war. Um 10 Uhr also will Dr. Tawil Mohamed al-Dura untersucht haben. Das aber kann nicht sein, denn da waren Vater und Sohn noch gar nicht an der Kreuzung
und die Schießerei begann erst gegen 14 Uhr. Den Namen des Kindes erfährt Dr. Tawil erst im Nachhinein. Und wer ist der Erwachsene? The other one was big man. I know him because he is driver in an ambulance. Der andere war ein kräftiger Mann. Ich kenne ihn, weil er unser Ambulanzfahrer war. One gunshot in his Er hatte einen chest. Schuss in der Brust ins Herz. Both were dead. Beide waren tot. Donc là, on est dans le délire le plus absolu. D'accord? Donc, il est arrivé mort à 10h à l'hôpital. 10h du matin. Sachant qu'il était vivant ensuite à 15h. Puis remort à 15h45. J'ai envie d'ironiser et de dire que le coup de la résurrection, ils nous l'ont déjà fait il y a 2000 ans. Donc, là, il y a un petit souci. Ensuite, il y a une deuxième résurrection, puisque les deux personnes sont décédées. Donc le père, finalement, il était décédé avec une balle dans le cœur, dans la poitrine, mais finalement, il ne l'a pas eu. Puisqu'on le voit maintenant nous raconter ces histoires-là, et il n'est pas mort. Puis ensuite, il nous dit qu'il était costaud, mais il n'était pas costaud, il n'était pas ambulancier, il travaillait dans le bâtiment. Donc simplement, ce médecin, il ne ment pas du tout. Ce médecin, il nous dit vraiment, lui, il a reçu le matin le corps d'un enfant ou d'un adolescent avec un ambulancier qui a été tué. On ne connaît pas les circonstances de la mort de l'adolescent et de l'ambulancier. Mais en fin de compte, on lui a dit c'est Mohamed Jamal Al-Doura, donc lui il n'est pas dans une... Il faut bien comprendre qu'il n'y a pas de complot là-dedans, il n'y a pas de conspiration. Sinon ce type-là, il aurait appris la leçon, il aurait dit ok d'accord, tu dis que tu as reçu le corps à 16h ou à 16h30. Vous comprenez? Donc là on est simplement dans une accumulation de... Bon, on rajoute, on met des choses au bout à bout. Et donc maintenant on peut se poser la question, en fin de compte, est-ce qu'il n'y avait pas deux enfants? Est-ce qu'il n'y avait pas un enfant ou un adolescent qui est réellement mort le matin, dont on ne connaît pas les circonstances de la mort? L'après-midi, France 2 tourne un faux reportage. Le caméraman tourne un faux reportage, et le soir, on prend le corps mort du matin pour faire les funérailles, et pour faire croire qu'en fin de compte, c'était celui qui a été tourné par France 2, qui a été enterré l'après-midi. Alors, donc la question, y avait-il en fait deux enfants? Alors, pour en avoir le corps net, on a été obligé de faire une expertise biométrique. L'expertise biométrique, c'est donc ce qui permet d'analyser physiquement et scientifiquement l'écartement des yeux, le nez, la bouche, etc., pour voir si une personne est la même à une période donnée. Et regardez, donc on a pris toutes les photos, donc il a pris les photos de l'enfant à la morgue, vous allez voir, à la morgue, aux funérailles, vous verrez, et donc dans le reportage de France 2, et vous allez donc voir si c'est le même enfant. Eine Antwort auf diese Fragen zu finden, wenden wir uns an einen der führenden Experten weltweit. Kurt Kindermann ist Gerichtsgutachter für biometrische Gesichtsvergleiche. Ihm legen wir alle Bilder vor, die Mohamed Al-Doura zeigen sollen. Die Gesichter wurden vermessen und dann untereinander in diesem biometrisch-mathematischen Gesichtsvergleich noch einmal miteinander verglichen. Bei der Beerdigung gehe ich davon aus, dass es der Junge ist, der auch diese äußerst markante Verletzung im linken Augenbrauenbereich hat, denn diese Verletzung ist deutlich auf dem Obduktionsbild zu sehen und ist auch deutlich auf dem Beerdigungsbild zu sehen. Die ist nicht erkennbar auf dem Bild der Einlieferung im Krankenhaus. Auch weitere Merkmale sprechen dafür, dass es sich bei dem obduzierten Kind nicht um Mohamed Al-Doura handelt. Hier sieht man ja, dass die Augenbrauen in den Bogen verlaufen und hier sieht man, dass die flach nach oben, nach hinten verlaufen. Hier sieht man dann auch, dass der Mund diese eine runde Form hat und der hier diese geteilte Bogenform hat. Bei der Beerdigungsszene und auf dem Obduktionstisch ist es anzunehmen, dass es sich hierbei um die gleiche Person handelt. Aber nicht die hinterm Fass. Aber nicht die hinterm Fass, die deutlich jünger zu sein scheint. Voilà, donc là il nous confirme qu'en fin de compte, ce n'est pas le même enfant. Donc c'est bien l'enfant de la morgue qui est le même enfant que des funérailles, mais ce n'est pas le reportage, c'est pas le même enfant, ils n'ont même pas le même âge que celui qui tourne dans le reportage de France 2. Donc le 30 septembre 2000, Mohamed Al-Doura n'a pas été tué devant la caméra de France 2. Et vous vous souvenez, je vous ai parlé tout à l'heure des 50 secondes du reportage, les 10 secondes où on voit donc l'enfant lever le coude et tourner la tête en direction du caméraman. Et maintenant, ce qui est encore plus intéressant, ce sont les 3 secondes dont je vous parlais, qui sont absurdes, regardez-les bien. Ce sont les dernières secondes des rushs de France 2. Regardez toujours le trépied, là, hop. Regardez. Et là, vous voyez quelque chose d'intéressant. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'ils ont remis à la cour. Vous voyez que le père et l'enfant ne sont plus là.
Les 15 balles qui sont censées avoir transpercé leur corps n'ont laissé aucune trace de sang sur le mur ou quoi que ce soit ailleurs. Et le père et l'enfant ont eu le temps de partir en 3 secondes. Regardez. 6, 7, 8, même pas 3 secondes, 9, hop. Voilà, 9, voilà, hop, voilà. Ils sont plus là. Donc on est dans la manipulation la plus totale. C'est une pure et simple mise en scène. Donc elle n'est toujours pas reconnue comme telle. Pour résumer et pour conclure, vous avez donc le père et l'enfant qui auraient reçu 45 minutes de tir, pas une seule goutte de sang, 8 impacts dans le mur. Vous avez un enfant mort, soi-disant mort, qui lève le coude et qui tourne la tête en direction du caméraman. Vous avez des monuments dans le monde entier comme ça qui fleurissent et qui continuent à fleurir et qui continuent, je dirais, à inciter à la haine contre Israël et contre les Juifs. Et enfin, vous avez 2 décisions de justice, l'une qui condamne Canal+, doublement en première instance en cour d'appel, et un autre procès que j'ai gagné contre France 2 à la cour d'appel de Paris. Avant de conclure, et de vous dire quel est l'objectif final, bien évidemment, de cette histoire, je voudrais savoir si dans la salle, et ne vous gênez pas, posez vraiment la question si vous n'êtes pas d'accord, est-ce qu'il y a des gens dans cette salle qui pensent que ce n'est pas une mise en scène? Est-ce qu'il y a des gens qui pensent que le reportage de France 2 était authentique? D'accord. Ok. Je pose toujours cette question, c'est très important de la poser, puisque comme ça, au moins, vous avez votre impression, et comme ça, c'est plus réconfortant de savoir que quand il y a 100 personnes dans la salle et que les 100 personnes sont du même avis, c'est plus rassurant que de se dire peut-être que non, si quelqu'un a peut-être des idées. Mais en tout cas, si vous avez un doute, n'hésitez pas à poser la question, il n'y a aucun problème. Après, on pourra prendre toutes vos questions. Excusez-moi. Attendez. Après, je vais prendre toutes les questions, donc si c'est juste là-dessus. Donc, bien évidemment, pour conclure, et pour résumer, donc, on a donc Charles Anderlin qui ment en nous faisant croire qu'il a l'agonie de l'enfant, qu'il n'a pas, ils n'ont pas d'image qui prouve autre chose qu'en fin de compte que le reportage n'est pas authentique. Deuxièmement, la première scène du reportage est fausse. Hein, vous savez, quand on voit le monsieur qui prend soi-disant la balle dans la jambe droite. La troisième chose, c'est que les balles qui ont été tirées, toutes viennent du côté arabe. Pas une balle n'a été tirée du côté israélien, puisqu'on voit l'impact balistique sur le mur. La quatrième chose, c'est que le père n'a pas été blessé devant la caméra de France 2. Et la cinquième chose, c'est que l'enfant n'a pas été tué devant la caméra de France 2. Et donc, pour conclure et pour vous dire, cette affaire est donc une affaire de dimension historique. Elle est déjà dans les livres d'histoire dans les pays arabes. Elle commence à rentrer dans les livres d'histoire dans certains pays européens, notamment aux Pays-Bas. Actuellement, je sais que ça rentre. C'est une histoire, mais à l'inverse de la réalité qui raconte la bestialité israélienne. Donc c'est très important de continuer à travailler là-dessus. Je n'ai qu'un seul objectif, et ça n'est pas contre Charles Anderlin, contre France 2, c'est uniquement un objectif de vérité. Et contrairement à ce que certains pensent, ça n'est pas une affaire juive, ça n'est pas une affaire israélienne, c'est une affaire française. Malheureusement, les Israéliens nous mettent des bâtons dans les roues parfois. Certains nous aident, certains nous mettent des bâtons dans les roues parce qu'ils sont trop copains avec Charles Anderlin. Mais le vrai problème, c'est une affaire française, c'est une affaire de démocratie française. Dites-vous bien un truc, que si la télévision publique française est capable de mentir à ce point-là et de couvrir avec toute, entre guillemets, la mafia médiatico-politique derrière qui protège ça, rendez-vous compte que c'est un problème de démocratie française. Je vais conclure sur 2 points. Quand j'ai gagné mon procès, 800 journalistes ont signé une pétition pour soutenir Charles Anderlin. Dans le Nouvel Obs, vous pouvez la voir, elle est sur Internet toujours, où dedans vous avez tout un tas de gens, de Jacques Attali à Claude Askolovitch, à Avram Bourg, les anciens présidents du l'UEJF. Il faut que vous sachiez aussi que tout l'UEJF a toujours été à 100% du côté de Charles Anderlin contre moi, à 100%. L'ancien président de l'UEJF s'est assis sur les bancs des avocats de France 2 contre moi. Un autre ancien président a signé la pétition de Charles Anderlin. Et moi qui suis un élu de droite à Neuilly, donc, dans lequel l'ancien maire s'appelait Nicolas Sarkozy, j'ai aussi le regret de vous annoncer que Nicolas Sarkozy est entouré de gens épouvantables sur cette affaire-là. Il a son conseiller audiovisuel qui s'appelle Camille Pascal, qui est un vrai antisémite de base, qui à l'époque m'avait traité d'agent des services secrets israéliens. C'est pour vous donner un petit peu le niveau intellectuel de ces gens-là. Et Nicolas Sarkozy a eu la grande gentillesse, une fois que j'ai gagné le procès contre Charles Anderlin, de lui faire remettre la Légion d'honneur. C'est pour vous dire où ça se situe à ce niveau-là politiquement. Donc je vous dis, je suis un élu de droite, à Neuilly, d'autant plus, et voilà ce qu'on est obligé de subir en France actuellement. Voilà. Alors, si l'affaire vous intéresse, je vous explique en 2 mots.
moi, je continue donc ce combat, qui est un combat pour la vérité, et qui est un combat historique. J'ai fait cette présentation, j'ai envie de dire, dans le monde entier, que ce soit de l'Inde à l'Afrique du Sud, de toutes les universités américaines. Je vous dis, j'étais à Bruxelles, je le fais partout, 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 parce que je pense que c'est essentiel. D'un autre côté, j'ai parfois des médias étrangers qui m'aident beaucoup, quelquefois des médias français, mais c'est très difficile. Récemment, Étienne Moujotte a déclaré que sa rédaction l'avait empêché, et Yves Tréhard au Figaro, que sa rédaction les avait empêchés de sortir la vérité sur Al-Doura, puisque les journalistes du Figaro sont eux aussi du côté d'Anderlin, sauf les patrons. Donc la seule façon que j'ai trouvé de contourner tout ça, et ça marche bien, c'est de diffuser des informations de temps en temps, une fois par mois, 2 fois par mois, j'envoie des informations sur le sujet. Vous m'envoyez un mail pour, mon adresse qui est toute simple, c'est philippe@carsanti.fr, je vous mets dans ma mailing list et vous recevez les informations de temps en temps. Et ensuite, l'idée, c'est de diffuser le plus largement possible cette information pour véritablement contourner la censure des médias. Et pour ceux qui s'intéressent à Facebook, j'ai une page de fan Facebook, voilà. Et donc, vous pouvez suivre ça et mes autres activités politiques aussi. Voilà.